après être devenue jalouse de ma petite amie loup-garou, la chatte extraterrestre, a tenté de se battre avec elle. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cette histoire. Les fils jumeaux de Nemesis, une géante rouge gonflée et une naine blanche brillante peignaient les parois du canyon dans des nuances de sang et d'os avec leurs longues ombres déformées à travers le camp de l'oasis. Les odeurs de viande de skag rôties d'épices fortes et l'odeur terreuse et humide de l'eau précieuse qui a donné son nom au village se mélangeaient dans l'air de cette poche de vie découpée dans le désert infini et silencieux. Avec sa tunique sans manches révélant ses bras et sa poitrine nue, Josh était assis à côté d'un feu rugissant dont la lumière dansait sur les plaines aux muscles saillants. Avec un profond sentiment de calme qui lui avait semblé si étranger lorsque sa capsule de sauvetage a initialement traversé l'atmosphère ténue de ce monde rude, il a retourné une brochette de bœuf grésillant, la graisse sifflant et dégoulinant dans les braises en dessous. Un type d'acier et de circuit, il avait travaillé comme mécanicien sur des vaisseaux spatiaux. Cependant, Nemesis l'avait démonté et reconstruit en quelque chose de plus résilient et en accord avec les cycles innés de survie. Luna, dont la boucle et les traits étaient adoucis par la lumière vacillante, le regarda à travers le feu. Son corps puissant recouvert de fourrure noire exsudait une confiance sereine qui servait de fondation à sa nouvelle vie. Elle était une chasseuse, une guerrière loup-garou et sa compagne. Leur relation semblait plus authentique que n'importe quelle cloison ou conduit de plasma sur lequel il avait jamais travaillé, malgré le fait qu'elle allait à l'encontre de la logique de son univers précédent. Sa présence était un fardeau rassurant qui ne disparaissait jamais, un gage silencieux de dévotion auquel il répondait pleinement. Dans l'écosystème social instable du camp de l'Oasis, un site neutre où les tribus nécessiteuses et souvent antagonistes du désert se rassemblaient pour commercer et maintenir une trêve fragile, leurs relations se distinguaient. La vue d'un humain et d'un loup-garou unis, non pas par une allégeance politique mais par un véritable amour, continuait d'attirer des spectateurs intéressés et parfois mécontents depuis les hautes portes drapées des maisons voisines. Les loups-garous étaient méfiants envers l'étranger à la peau douce, mais ils respectaient la décision de Luna de faire confiance à la force démontrée de Josh. Pour d'autres tribus comme les Skitterkin insectoïdes ou les cathars reptiliens, leur union n'était qu'un autre aspect étrange d'un monde qui repoussait continuellement les limites de la réalité. Avec leur monde réduit au cercle chaleureux de leur feu et à la compréhension mutuelle qui coulait entre eux à travers des regards et des gestes. Josh et Luna étaient principalement indifférents à l'examen minutieux. Luna étendit sa main et traça la ligne de sa mâchoire avec ses longs doigts aux ongles acérés, son toucher délicat et possessif. Ses doigts calleux trouvèrent les siens et les entrelacèrent tandis qu'il se penchait vers sa main. Ce petit geste d'intimité en disait long sur le lien qu'ils avaient formé au fil des années dans cet environnement hostile. Le moment paisible était un monde en soi, un havre créé pour se protéger des dures réalités de Nima. 6, et c'était la preuve des manières inattendues dont la vie pouvait prospérer même dans les environnements les plus arides. Un changement soudain dans l'atmosphère du camp brisa cette œuvre délicate. Il y eut un petit changement dans le bruit de fond qui fit dresser les oreilles de Luna et relever sa tête, ses yeux se dirigeant vers l'entrée principale du canyon. Un sentiment d'attente appréhensive envahit les êtres rassemblés alors que le murmure des discussions s'estompait et que les négociations sur les provisions séchées et les rations d'eau cessaient. Une nouvelle délégation entra dans ce silence abrupt leur mouvement avec une grâce fluide et prédatrice qui était complètement différente de la démarche tonitruante et ébranlant la terre des loups-garous ou de la démarche précipitée des Skitterkins. Ils étaient les tribus de chats des hautes montagnes, une race fière et solitaire, avec une fourrure courte et soyeuse, recouvrant leur corps et des corps agiles et vivants. Leurs yeux brillants balayaient le camp
comme s'ils en évaluaient la valeur et déterminaient qu'il était insuffisant. Et ils se comportaient avec une attitude de mépris aristocratique. Ils étaient menés par une femme dont la présence exigeait immédiatement l'attention. Une figure puissante dont la fourrure grise et blanche semblait briller dans la lumière bicolore du soleil. Une mesure de son énergie contrôlée et enroulée sa longue queue expressive et touffue se balançait lentement derrière elle. Son vêtement fait de cuir finement tanné et d'os sculptés était un vêtement utilitaire mais révélateur qui montrait son corps mince et musclé, ainsi que beaucoup de décolletés, démontrant sa santé et sa vigueur. Felicity était en mission, ce qui nécessitait un équilibre délicat entre intimidation et diplomatie, négocier les droits de chasse dans le territoire disputé qui bordait le royaume des loups-garous. D'un battement de cils, Felicity congédia les divers résidents, tandis que ses yeux bleus perçants qui semblaient briller de leur propre lumière intérieure, balayaient l'assemblée réunie d'un regard calme et approbateur avant de se poser sur Josh. Le but de sa quête sembla brièvement disparaître de ses pensées à ce moment-là pour être remplacé par une soudaine et intense vague de curiosité. Elle contemplait un spécimen masculin d'une puissance indiscutable, pas simplement un humain, une curiosité dans ce monde de fourrure et d'écailles. Ses bras et ses épaules avaient des muscles puissants et noueux à la fois grâce à sa survie actuelle dans la nature et à sa vie antérieure de transport de gros composants de navires que la tunique sans manches ne parvenait guère à dissimuler. Les mâles de sa tribu étaient plus minces et conçus pour une vitesse explosive plutôt que pour une puissance à long terme, mais lui était différent. Une lueur de besoin possessif intense et instantanée éclata en elle et il y avait en lui une fermeté, une dureté qui parlait de ténacité et d'adaptabilité, des qualités que les tribus de chats valorisaient par-dessus tout. En tant que guerrière de premier plan de sa tribu, elle ressentait un droit inné de le prendre comme trophée et symbole de force. Le reste du camp disparut dans une brume insignifiante autour de l'attirant mâle humain assis près du feu alors que son attention se rétrécissait. Elle prit l'ensemble de la scène en compte et sa curiosité se transforma en une jalousie féroce et brûlante. Elle vit Luna, un loup-garou au pelage noir, se pencher et donner un coup de museau au cou de Josh, un acte de proximité décontracté qui semblait être un coup de poing. Elle a été témoin de la réponse de Josh, qui n'était pas une acceptation tacite, mais plutôt un sourire sincère qui ridait les coins de ses yeux et la rapprochait alors que sa main se posait sur l'arrière de la tête de Luna. Felicity fut submergée par une jalousie totale et pure à cette vue si forte qu'elle fit remuer sa queue en saccade impatiente. Elle voyait le loup-garou comme une créature indigne, une créature brutale dont la force était grossière et sans art, en contraste avec la mortelle sophistication des gens-chats. C'était une violation de l'ordre naturel qu'une telle créature ait un compagnon de la qualité de Josh. Felicity s'éloigna de sa délégation avec une décision prise en un clin d'œil ses mouvements, étant une étude silencieuse et fluide de grâce prédatrice. Elle se dirigea vers leur feu, chaque pas déterminé et difficile, ses hanches se balançant d'une manière à la fois prometteuse et menaçante. Les membres de sa propre tribu la regardaient partir leurs visages impassibles, sachant qu'il valait mieux ne pas se mettre en travers de la quête de leur chef guerrier. Elle s'arrêta juste au-delà du cercle de lumière du feu, assez près pour que sa présence soit inévitable. Infraction. Elle dit « Je suis Felicity ». Sa voix était un ronronnement bas et mélodieux avec une pointe d'acier, et ses yeux bleus vifs étaient uniquement fixés sur Josh, excluant le loup-garou à ses côtés de manière délibérée et offensante. L'air entre eux trois devint épais et lourd, crépitant d'un défi non dit aussi clair qu'une lance lancée, et elle savoura sa vue, la façon dont la lumière du feu jouait sur sa peau, la confiance détendue dans sa posture et le léger froncement de confusion qui maintenant sillonnait son front. Josh sentit le changement soudain et dangereux dans l'atmosphère, le morceau confortable de sa soirée, brisé par l'arrivée de cette belle et agressive chatte.
La main de Luna qui reposait sur Josh se crispa, ses jointures blanchissant sous la fourrure noire, et un grognement bas presque inaudible résonna au fond de sa poitrine. Elle reconnut le défi pour ce qu'il était, une revendication profondément personnelle et primale plutôt qu'une manœuvre politique. Avec un léger hochement de tête presque imperceptible, Felicity continua de soutenir son regard pendant un moment de plus, un sourire discret et suffisant sur les lèvres, puis elle se tourna pour rejoindre sa délégation, son poing ayant été fait avec une clarté dévastatrice, les observant par-dessus son épaule alors qu'il se rapprochait, formant un front uni contre son intrusion. Le sourire de Felicity disparut alors qu'il se levait finalement et partait pour la solitude de leur maison, et son expression se transforma en une détermination féroce. Un sifflement doux et aigu sortit de sa bouche, une promesse de la bataille imminente. Elle ne serait pas ignorée. Elle utiliserait tous les moyens nécessaires pour prouver qu'elle était la compagne supérieure, et elle prendrait l'humain pour elle-même. Le lendemain matin, était tendu s'accrochant au camp de l'oasis, comme la chaleur du désert, avec les rituels matinaux habituels accomplis, dans un silence respectueux et les yeux constamment tournés vers la maison de fortune de la tribu des chats, une immense tente soutenue par d'énormes os courbés et faite de peaux tendues. Alors que lui et Luna mangeaient un repas silencieux de pain dur et de fruits secs, Josh sentait le malaise comme un poids physique sur ses épaules. L'expression de Luna était stoïque, son corps puissant enroulé avec une préparation silencieuse, mais Josh pouvait voir la tempête se préparer dans ses yeux sombres. Josh détestait cette sensation d'être un pion dans un jeu aux règles anciennes et impitoyables. Ses tentatives de parler de la rencontre de la nuit précédente avaient été accueillies par un silence ferme de sa part, une question d'honneur tribal que sa logique d'étranger ne pouvait pénétrer. La tension se brisa alors que le soleil cramoisi franchissait le bord du canyon, sa lumière se répandant dans le camp, et Felicity sortit de sa tente vêtue de vêtements cérémoniels, au lieu de ses vêtements de chasse utilitaires de la veille, sa fourrure blanche et grise ornée de motifs complexes de pâte ocre, ses bras et son cou chargés de bijoux faits de pierres polies et des crocs de grands prédateurs du désert. Elle se déplaçait avec un sens indubitable de détermination, sa queue touffue dressée comme. Alors qu'elle se dirigeait droit vers le centre du camp où les anciens des différentes tribus se réunissaient fréquemment, elle invoqua le droit de l'accouplement, ces mots précis et tranchants, citant des lois anciennes qui précédaient l'établissement du camp de l'oasis lui-même, et sa voix n'était pas le ronronnement sensuel de la nuit précédente, mais une déclaration claire et retentissante qui résonnait sur les parois du canyon, réduisant au silence toute autre activité. Un soupir collectif résonna à travers la foule rassemblée, suivi d'une cacophonie de murmures excités et inquiets. C'était un défi formel, un gant jeté non seulement à Luna, mais à toute la tribu des loups-garous, affirmant que le lien de leur champion avec l'humaine n'était pas prouvé et qu'elle, Felicity, prouverait sa supériorité. Les anciens loups-garous, un conseil de 3 vétérans grisonnants au visage marqué de cicatrices et dont la fourrure était parsemée de gris, se déplacèrent au centre du cercle, leur visage sombre. Ce n'était pas une simple dispute pour une compagne, c'était plutôt un acte politique à enjeux élevés, un défi direct à la domination des loups-garous et un geste qui pourrait briser la paix fragile du camp. Avec sa rage enfin à son comble, Josh se précipita en avant, se plantant devant eux, et Felicity dénonçant le défi comme un rituel primitif, une coutume barbare qui n'avait pas sa place dans une société pensante, et affirmant que sa relation avec Luna était une affaire personnelle qui ne devait pas être décidée par une démonstration publique de compétence et de violence. Les anciens écoutèrent son discours avec une patience de pierre, leurs yeux anciens ne montrant rien, et quand il eut terminé essoufflé et en colère, le plus âgé des 3 hocha simplement son énorme tête. Il les supplia de rejeter le défi de le voir pour la provocation hostile qu'il était. Luna elle-même s'avança, posant une main ferme sur l'épaule de Josh, son toucher calme mais déterminé. « Le droit était le droit !» grogna-t-il, sa voix semblable au déplacement des plaques tectoniques. C'était une loi sacrée,
et la nier reviendrait à montrer de la faiblesse, à déshonorer toute leur tribu et à inviter d'autres défis de leurs rivaux. « J'accepte le défi », dit Luna, sa voix ferme et déterminée, scellant son destin et mettant fin aux protestations de Josh plus efficacement que n'importe quel argument n'aurait pu le faire. Il ressentait un profond sentiment d'impuissance, une rage qui n'avait aucun exutoire, dit-elle, se détournant des anciens et regardant directement Felicity, leurs yeux se croisant avec le regard bleuoyant de la Catgirl. Dans ce concours, il était le vainqueur. Mais le poids inexorable de la tradition rendait sa propre volonté totalement inutile. Ainsi, il n'avait aucun mot à dire. La conscience qu'il n'était rien de plus qu'un prix à gagner le remplissait d'une rage froide qu'il dirigeait contre Felicity, les anciens et la planète maudite dans son ensemble. La chasse, la première des 3 épreuves, était une démonstration de la capacité d'un guerrier à se ravitailler et un test de son talent de prédateur pur et simple. Le coureur des sables à grandes cornes, un herbivore renommé doté d'une vitesse et d'une agilité exceptionnelles qui pouvait échapper à la plupart des prédateurs sur les vastes plaines, était la cible. Les règles étaient simples. Le gagnant serait le premier à abattre la créature et à rendre son cœur aux anciens. Felicity et Luna furent escortés jusqu'au bord des vastes et scintillantes salines qui entouraient l'oasis. Ils étaient battus sans merci par les fils jumeaux. Ils s'éloignèrent dans des directions opposées sans échanger un mot. Luna tomba instantanément au sol, sa plus grande force étant son sens de l'odorat exceptionnel de Lupine. Alors qu'elle séparait lentement le subtil parfum de coureur des sables des nombreux autres parfums portés par le vent du désert, elle cherchait une piste, sa fourrure noire, absorbant la chaleur intense. Son approche était celle d'un suivi lent et régulier, une poursuite persistante et épuisante qui finirait par épuiser sa proie. Son endurance et sa ténacité étaient ses plus grands atouts en tant que coureuse de marathon et elle se préparait à une poursuite prolongée et épuisante à travers le paysage brûlant. Les poings serrés et le cœur battant à la fois d'inquiétude pour Luna et d'une vive rancune envers la chatte qui avait poussé ce conflit, Josh observait depuis un perchoir élevé avec les anciens. Mais Felicity utilisa une tactique entièrement différente, une tactique qui capitalisait sur ses prouesses félines. Elle a immédiatement cherché un terrain élevé, plutôt que d'essayer de suivre une piste olfactive à travers les basses terres déroutantes et déformées par la chaleur. Ses griffes trouvaient des prises dans des crevasses inaccessibles alors qu'elle escaladait une flèche rocheuse verticale qui s'élevait du fond du désert avec une agilité étonnante. Ses yeux bleus perçants, protégés de l'éblouissement par une seconde membrane nictitante, scrutaient l'horizon étendu en dessous d'elle. Sa nature était faite d'actions explosives et de patience. Elle resta immobile pendant près d'1 heure, une statue de fourrure grise et blanche contre la roche rouge, ses yeux allant de droite à gauche. Puis elle remarqua le nuage de poussière révélateur que le coureur des sables avait soulevé, un éclair de mouvement à des kilomètres de distance. Elle ne descendit pas pour le poursuivre. Elle fit des calculs, observa le mouvement de la créature et prédit sa trajectoire, déterminant qu'elle se dirigeait vers une route étroite et caillouteuse. Elle descendit en trombe de la flèche avec une soudaine accélération et courut vers cet emplacement d'interception potentielle plutôt qu'après la proie. Son corps vivant dévorait la distance avec une efficacité hypnotique, ses mouvements étant un tourbillon de puissance et de grâce. Elle se dissimula derrière un groupe de rochers et atteignit les lieux quelques instants avant le Sandrunner. Felicity lança sa lance alors que la bête rugissait en passant inconsciente. Le lancer était parfait. Un arc furtif de pierre aiguisée et de bois a tiré juste coupant le cœur du coureur des sables juste derrière son épaule. Juste au moment où Luna, qui avait tenacement suivi sa piste, montait une dune voisine, la bête vacilla et tomba en tas. Felicity regarda Luna à travers la pièce. Avant de commencer à tailler son trésor, elle avait une expression froide et triomphante sur le visage. C'était le premier essai du chat.
Le but de la deuxième épreuve était d'évaluer les compétences de survie et de navigation sur un terrain périlleux. Les concurrents devaient se frayer un chemin jusqu'à un point précis, de l'autre côté des canyons, murmurant un système labyrinthique de gorges étroites et précaires où le vent gémissait d'une voix qui semblait surnaturelle. Les canyons étaient un test de nerfs autant que de talent, étaient réputés pour leurs acoustiques déroutantes et leurs glissements de terrain. Les avantages inhérents de Felicity étaient instantanément évidents lorsqu'ils entrèrent dans les épaisses ombres de l'embouchure du canyon. Ses yeux brillants s'adaptèrent rapidement à l'obscurité, voyant chaque rocher détaché et chaque point d'appui dangereux aussi clairement que s'il faisait jour. Sa forme vive se faufilait dans des fissures étroites qui auraient nécessité que Luna localise des racines plus longues, et elle se déplaçait dans un silence surnaturel, ses pieds amortis, ne faisant aucun bruit sur le sol granuleux. Elle se déplaçait avec une confiance qui frôlait l'arrogance, un fantôme dans les ombres dans son élément. En revanche, Luna était une créature de force et d'endurance pure. Elle devait davantage se fier à son ouïe et à sa mémoire de la disposition du canyon à cause de l'obscurité. Son mouvement était tout aussi implacable, une marche lente et régulière qui tenait plus de la volonté inébranlable que de la grâce. Mais elle était plus bruyante, ses griffes raclant occasionnellement la roche. Depuis le bord du canyon en haut, Josh et les anciens observaient leur progression, leur petit corps étant éclipsé par l'immensité du terrain. Pendant un moment, il semblait que Felicity allait gagner facilement grâce à ses meilleurs sens et à son agilité. Elle avait pris une avance considérable et était plus rapide et plus efficace. Avec la grâce aisée d'une créature élevée à de telles hauteurs, elle négocia un passage particulièrement périlleux, une minuscule corniche au-dessus d'un gouffre profond. Cependant, un profond gémissement provenait des parois du canyon au-dessus d'elle, alors qu'elle prenait un virage en épingle à cheveux. Le sol trembla, et des masses de roches et de débris dévalèrent, avec un fracas tonitruant obstruant le chemin devant elle. Dans ces canyons précaires, les glissements de terrain sont un événement naturel et arbitraire. Cependant, le timing était désastreux. Felicity a réussi à éviter d'être écrasée par les pierres qui tombaient en reculant avec une vitesse incroyable, mais elle était coincée. Le mur de débris était trop instable pour risquer de le renverser et trop haut pour l'escalader. Son avance avait disparu, remplacée par une barrière insurmontable. Luna atteignit l'éboulement quelques instants plus tard, la poitrine haletante d'effort. Elle n'hésita pas lorsqu'elle remarqua la situation difficile et la silhouette irritée de Felicity de l'autre côté des nouveaux débris. Elle ne chercha pas de voie d'évacuation. La tête baissée et les épaules fortes tendues, elle chargea droit vers la falaise. Elle a commencé à déplacer des pierres que Josh aurait eu besoin d'un levier pour bouger avec des rugissements gutturaux de lutte. Elle devient un bulldozer vivant grâce à sa force prodigieuse. Ignorant les ecchymoses et les égratignures, elle a poussé les pierres de côté, griffé la terre et a simplement franchi l'obstacle. C'était impitoyablement efficace, mais ni élégant, ni intelligent. Couverte de poussière et saignant de douzaines de petites coupures, elle est sortie de l'autre côté et a continué sans regarder en arrière. Bien avant que Felicity ne puisse trouver un moyen sûr de contourner l'obstacle, elle arriva au dernier marqueur. C'était la deuxième épreuve du loup. Avec le score maintenant égal, les deux adversaires se tenaient devant les anciens alors que les jumeaux commençaient à se remettre en place. Tous deux étaient épuisés et couverts de terre et de poussière à cause de leurs épreuves. Leurs yeux se croisèrent. Il y avait encore une braise ardente d'inimitié entre eux, mais quelque chose de frais et de nuancé s'y était ajouté. Une appréciation difficile qui exige une reconnaissance réticente des compétences fortes et entièrement distinctes de l'autre personne. Le résultat de leur triangle particulier et enchevêtré était incertain à l'approche de la dernière épreuve. Alors que les soleils jumeaux montaient vers leur zénith, leur luminosité combinée blanchissait les couleurs des parois du canyon et brûlait le sol lui-même, rendant l'air dans le camp de l'oasis lourd et immobile. Ils avaient créé un grand cercle au milieu du camp,
créant une arène temporaire dont le périmètre était maintenant bondé de gens silencieux et vigilants de toutes les tribus. Le poids du moment était une couverture suffocante à l'approche de l'épreuve finale, un test de pure prouesse au combat. Josh se tenait au milieu du contingent de loups-garous fixant les deux combattants, ses muscles tendus dans une tension impuissante. Il vit Luna porter une énorme hache faite de la mâchoire d'une bête immense du désert, son tranchant affûté à un point mortel, sa fourrure noire semblait absorber le soleil brûlant. Une vision de puissance débridée elle était. Sa posture était ancrée dans la réalité. Elle promettait une puissance impitoyable et écrasante. Felicity, dont le pelage gris et blanc créait un contraste saisissant, se tenait de l'autre côté du cercle. Elle portait deux longs poignards, à l'aspect sinistre, taillés dans de l'obsidienne noire, leurs bords en verre volcanique, coupant la chair et la peau avec une facilité effrayante. Sur la pointe des pieds, elle était délicatement en équilibre. Une spirale d'élégance mortelle. Ses yeux bleus brillants se plissèrent alors qu'elle se concentrait uniquement sur son ennemi. Avec le sort d'un traité et la revendication d'un compagnon en jeu, la rivalité personnelle qui avait mijoté entre eux pendant 2 jours s'était maintenant transformée en un spectacle public et l'inimitié avait maintenant atteint un point d'ébullition. Le procès a commencé par un cri perçant du plus ancien des anciens loups-garous. Il n'y avait pas de test prudent des défenses, pas de cercle d'hésitation. C'était hors de question. Felicity se mit en mouvement. Le sol de l'arène était un mélange de blanc, de beige et de gris. Elle tenait ses poignards d'obsidienne bas. Au lieu de charger directement dans la puissance de Luna, elle a dévié sur le côté, utilisant sa vitesse incroyable pour distancer le loup-garou plus puissamment construit. Elle avait un plan bien précis, d'employer sa dextérité pour épuiser Luna, pour infliger 1000 petites blessures qui mineraient la force et l'endurance de son adversaire. Alors qu'elle cherchait une faille dans la défense de Luna, elle allait à gauche, puis à droite, sa queue touffue servant de contrepoids à ces changements de vitesse impossibles. Les lames d'obsidienne brillaient au soleil. Pour sa part, Luna ne faisait aucun effort pour suivre le rythme de Felicity. Sa tête tournant pour suivre les mouvements vertigineux de la chatte, elle restait enracinée au milieu de l'arène, une forteresse de cheveux noirs et de muscles. Avec la patience d'un prédateur suprême, elle gardait la lourde hache d'os dans ses mains, ne la balançant pas sauvagement, mais la gardant prête pour ce moment critique où son adversaire en fuite trébucherait et tomberait à portée de sa puissance destructrice. Le public était captivé par cette danse mortelle de puissance contre vitesse et regardait avec une admiration silencieuse. Le meurtrier calme et élégant contre le guerrier implacable et redoutable. Felicity finit par trouver l'ouverture qu'elle cherchait grâce à son attaque incessante. Elle remarqua que Luna ajustait son poids un peu trop lentement après une feinte particulièrement rapide et elle bondit visant le couteau de sa main droite vers la jambe nue du loup-garou. Cependant, c'était un piège. Luna avait prévu la manœuvre et avait délibérément créé une fausse entrée pour attirer la chatte. Le loup-garou se tourna au dernier moment, balançant l'énorme hache en os dans un arc horizontal, alors que tout son corps se déroulait avec une force explosive. Avec un grognement sauvage, l'arme fendit l'air dirigée non pas vers Felicity, mais vers l'endroit qu'elle occuperait. Felicity se jeta en arrière, roulant dans la poussière pour éviter le coup de justesse, ses yeux s'écarquillant, alors que ses réflexes félins lui hurlaient dessus. Le sol se fissura et une giclée de boue et de cailloux vola dans les airs lorsque la tête de la hache frappa la terre compacte où elle se tenait un instant auparavant. La foule frissonna devant la force pure et sans mélange du coup. Avec une admiration nouvelle pour la ruse du loup-garou, luttant contre son agacement, Felicity atterrit sur ses pieds, le cœur battant contre ses côtes. Le premier coup réel avait presque été porté, et le duel était sur le point de s'intensifier lorsqu'un bruit indésirable, provenant de l'extérieur du camp, brisa l'atmosphère dans l'arène. Le son d'une faim primitive et d'une force destructrice imparable résonnait à travers les canyons d'abord comme un cri strident et aigu, puis comme un hurlement guttural profond.
L'une des grandes huttes en peau et en os à la périphérie du camp s'effondra vers l'intérieur, ses supports craquant comme des brindilles avant que les tribus rassemblées n'aient eu le temps d'enregistrer le bruit. La silhouette terrifiante d'une bête gigantesque explosa dans la clairière. L'un des prédateurs les plus redoutés de Nima 6, le Canyon Crawler, était un monstre à 6 pattes avec des mandibules tranchantes comme des rasoirs et une armure chitineuse. Il avait pu s'approcher sans être remarqué grâce à son camouflage naturel qui était de la couleur du sang séché et de la roche sur sa peau. Avec son hurlement strident qui retentissait à nouveau dans l'air, il se tenait presque 2 fois plus grand qu'un loup-garou, ses multiples yeux pivotant indépendamment alors qu'il examinait la foule terrifiée. C'était l'anarchie. La foule, qui avait été fascinée par le duel quelques instants plus tôt, était maintenant une horde hurlante et piétinante qui se précipitait les uns sur les autres à la recherche de sécurité. L'ordre méticuleusement planifié du camp disparut dans une peur primale absolue. Avec son énorme pied qui réduisait en miettes un étal de marché, la créature fit un pas et regarda avec avidité les créatures effrayées qui couraient devant elle. Le combat était oublié au milieu de l'arène. Face à ce nouveau péril dévorant le droit de procréer, est complètement inutile. Pendant un bref instant, Luna et Felicity, qui étaient sur le point de s'entretuer, restèrent immobiles. La menace urgente à leur survie collective a fait disparaître leur désaccord personnel. Puis ils se déplacèrent comme un seul homme. Il n'y avait que la connaissance innée mutuelle de 2 prédateurs alpha confrontant un adversaire plus puissant. Il n'y avait ni conversation ni signal. Leur animosité s'est rapidement transformée en une alliance fluide et mortelle. Felicity était la diversion idéale en raison de sa vitesse incroyable. Sa voix était un cri strident et exigeant qui détournait l'attention des rampants des masses en fuite alors qu'elle se précipitait à travers le terrain dégagé. La bête lourdaude pouvait à peine espérer la suivre car elle était un fantôme, un éclair de mouvement. Elle se précipitait, ses poignards d'obsidienne scintillant alors qu'elle portait des coups précis et perçants au tissu délicat et plus mou des articulations de ses pattes, tandis que son énorme tête pivotait pour la suivre. Bien que ses coups ne soient pas suffisamment puissants pour la bête, il l'énervait et la blessait, la transformant en charge maladroite et furieuse qu'elle pouvait facilement éviter. Luna a pris le rôle de bouclier vivant, tandis que Felicity agissait comme le matador. Les jeunes et les vieux se cachaient dans les grottes de l'oasis et elle se positionna entre le rampant et la route principale. Luna a affronté la créature furieuse lorsqu'elle a couru vers elle après s'être lassée de la poursuivre. Elle ne s'est pas baissée. Elle a absorbé la force du coup sur son épaule en se préparant ses genoux solides pressant le sol. Le coup de poing ne lui fit pas mal, mais la fit reculer de quelques pas. Quand elle a balancé sa hache d'os, l'arme massive a craqué contre la carapace blindée du rampant, envoyant des étincelles voler mais ne parvenant pas à pénétrer profondément, et son cri guttural de défi s'est mêlé au hurlement de rage de la créature. Sa force brute et sa ténacité ont permis aux autres de gagner un temps précieux faisant d'elle l'encre et l'élément inébranlable qui tenait la ligne. Avec l'esprit en ébullition, Josh, qui avait été renversé au sol lors de la première panique, se releva. Bien qu'il soit un mécanicien et un résolveur de problèmes, il n'était pas un guerrier de leur niveau. Il voyait un système avec des défauts ainsi qu'un monstre en observant les 2 femelles se battre dans une synchronisation horrible et charmante. Malgré sa force énorme, les charges du rampant étaient linéaires et sa démarche à 6 pattes avait un rythme régulier malgré sa stabilité. En jetant un coup d'œil autour du camp tumultueux, il remarqua des cordes épaisses et fibreuses qui étaient utilisées pour sécuriser les tentes et transporter des outres à eau. Son imagination s'enflamma avec un concept effrayant et désespéré. Saisissant 2 des cordes les plus épaisses qu'il put trouver, il courut vers 2 des plus grandes maisons les plus solidement fixées de chaque côté de la route principale de destruction du rampant. Sa voix perça la tanière alors qu'il criait à 2 chasseurs de loups-garous stupéfaits et ils comprirent instantanément ce qu'il voulait dire.
À moins d'un pied au-dessus du fond du désert, ils travaillaient frénétiquement pour attacher les cordes et les tendre à travers la plaine ouverte. C'était leur seul espoir, mais c'était un énorme fil de trébuchement rudimentaire. Puis alors qu'il regardait la bataille, attendant le bon moment, il sentit son cœur battre à tout rompre en voyant Luna encaisser un autre coup choquant de l'énorme tête de la créature. Il devait chronométrer cela parfaitement. Felicity a porté un coup chanceux perçant l'un des nombreux yeux du rampant avec l'un de ses couteaux.